Bonjour les amis, bienvenue dans Galerie d'artistes. Aujourd'hui, je suis à Paris avec Christophe. Comment ça va, Christophe? Parfait, impeccable avec ce beau temps parisien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de musique particulier qui s'appelle la mélodie française. Et donc, Christophe, tu es un spécialiste de cette discipline, on va te dire. Alors, spécialiste, pas vraiment, mais disons du moins que je m'y intéresse depuis de nombreuses années. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est la mélodie française? Alors, la mélodie française, ce sont des poèmes mis en musique par des compositeurs. C'est un genre qui a été à peu près créé vers le milieu du 19e siècle, sous l'impulsion, on va dire, de Berlioz, Hector Berlioz, qui est le premier à lui parler de mélodie. C'est lui qui a introduit ce mot. Donc, des poèmes mis en musique par les compositeurs. Et c'est en fait souvent les premières œuvres des compositeurs, parce que c'est un exercice pour les compositeurs, pour composer, un, pour la voix, et deux, pour le piano. Piano et voix, parce qu'en général, ça se compose, c'est pour voix et piano. D'accord. Voilà. Ok. Et ça leur permet de développer leur langage musical dans une petite forme. Et en plus, il faut savoir que le genre de l'époque le plus courant, on va dire, enfin le plus reconnu, c'était l'opéra. Donc en fait, quelque part, c'est un peu, on se fait la main sur la mélodie. D'accord. C'est la porte d'entrée pour après aller vers le grand genre d'opéra. Parce que tout compositeur de l'époque qui voulait avoir une renommée, il fallait qu'il passe par l'opéra. D'accord. Et donc, cette tradition a perduré jusqu'à nos jours. Alors, c'est très simple. Bien sûr, il y a toujours des compositeurs qui composent des mélodies sauf qu'on ne les connaît pas beaucoup, puisque maintenant, ce qu'on appelle la musique contemporaine, n'est-ce pas, un peu éloigné du public, on va dire. Mais effectivement, ça a commencé vers les années 1850, on va dire jusqu'à 1950, en gros une centaine d'années. Il faut savoir qu'à peu près 600 compositeurs ont composé des mélodies. Pour certains, c'est quelques mélodies, ça peut aller de 5, 10, 15, 20 mélodies. Pour d'autres, comme Gabriel Fauré par exemple, ça atteint presque les 150, 160 mélodies. Poulenc aussi. Il y a vraiment des compositeurs dont c'est devenu un peu la marque de fabrique. Il y en a certains dont ça n'a pas été uniquement la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'ils ont continué tout le long de leur carrière, ils ont composé. Ils ont continué à produire des mélodies parce que ça leur plaisait, tout simplement. Alors le public, comment ça se fait que le public finalement ne connaisse pas très bien la mélodie française, comparé à l'opéra qui est dans les arts lyriques la star, on va dire? Parce que c'était composé pour un public de connaisseurs, dans ce qu'on appelait la musique de salon. Ça se jouait dans les salons. Quand on a pris un mille que je n'osais à mes succès, devant mon domicile, l'Espagne pleure pour de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie. Ah d'accord, donc c'était réservé à une élite. C'était réservé à une certaine forme d'élite. Voilà. Et à l'inverse du Lied allemand, qui lui puisait sa source dans les airs populaires, etc. Il y a une différence entre le Lied allemand, Schubert, enfin allemand ou autrichien, je veux dire, enfin c'est un terme générique de langue allemande, on va dire, donc Schubert, Schumann, Brahms, etc. Et la mélodie française, qui est un art, on va dire, plus raffiné, plus recherché. D'accord. Pour la plupart, parce que mais je suis plus le nez des jeunes filles, quand j'ai dû rentrer ma banderille, je pouvais être mieux du coup d'état. Oui, mais j'ai
Par exemple, Charles Gounod, si on prend Oui. ce compositeur-là, qui est devenu un grand compositeur d'opéra, eh bien, ses mélodies se rapprocheraient assez du lied, parce qu'elles sont assez faciles à écouter. Mais Oui. le public ne va pas vers ce type, n'a jamais été initié à ce type de musique, parce que ça se faisait dans les salons, c'était intimiste. Je suis Ça n'est pas fait pour les grandes salles. Mhm. Hein, c'est comme la musique de chambre. Hein. Donc la musique de chambre, c'est-à-dire les petites formations musicales. Voilà, c'est cet esprit-là. D'accord. Donc ça n'est pas fait pour un grand public À la base, et à la base. Voilà. Et en plus, en France, on a une spécificité. On ne s'intéresse pas à notre répertoire musical. On est un pays étrange pour cela parce qu'on a un immense répertoire dans tous les genres musicaux, mais on s'y intéresse peu. On lui préfère la peinture, la littérature, la philosophie. Ça a D'accord. toujours été le parent pauvre de l'art. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs choses. Et puis surtout, c'est jamais enseigné à l'école. Oui, alors ça, c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Voilà. Alors Christophe, donc tu fais de la mélodie française, tu nous as expliqué ce que c'était, mais qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette discipline de chant? Cette discipline en particulier, la mélodie, pourquoi je suis allé vers la mélodie? Pourquoi est-ce que tu es allé vers la mélodie? C'est très simple. La raison essentielle, c'est que d'abord, j'aime la littérature et j'aime la poésie. Et donc, j'aime lire déjà de la poésie. Et un jour, par hasard, Oui. dans mes débuts d'études musicales, j'écoutais beaucoup de disques, de CD, etc. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Et je suis tombé sur des enregistrements de mélodie française. Au départ, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis tombé, tu sais, comme dans une abeille qui arrive dans un champ de tournesol à l'infini, D'accord. et qui peut butiner toute sa vie, je suis arrivé dans ce champ de tournesol merveilleux, qui est la mélodie française. D'accord. Et c'est ça qui m'a... Et en fait, parce que j'aime la poésie, j'aime la musique, ça c'est les deux combinés. Oui. Et en plus, mon type de voix se prête bien à la mélodie. Ah, Voilà. alors justement, on va s'intéresser un peu à la technique, on va dire. Oui. Donc pour faire, comme on voit dans la vidéo, pour chanter, comme tu le fais, j'imagine qu'il faut s'entraîner, il faut prendre des cours. Exactement. Enfin, il faut Moi, j'ai vraiment être pris un fin une- connaisseur de la musique. Donc, disons que... Et développer sa voix surtout. Voilà, pour développer sa voix... Alors, quelles études as-tu faites exactement pour arriver à ce niveau? Pour pouvoir produire quand même à un Alors, niveau... quelles études j'ai... Je suis passé par les conservatoires municipaux de Paris. D'abord, j'ai étudié avec une dame qui s'appelait Madame Delfanti, qui m'a pris dans sa classe, donc j'avais déjà 26 ans, dans sa classe de chant. Donc. Ah oui, tu Et, as commencé un peu tard. J'ai commencé tard, voilà. En fait, après, j'ai étudié le chant toujours dans ce conservatoire. Alors là, j'ai fait ce qu'on appelle de l'art lyrique, c'est-à-dire que j'avais une prof d'art lyrique qui nous mettait en scène les opéras, etc. Voilà. Et j'ai aussi une formation de solfège chanteur, parce qu'il y a ce qu'on appelle le solfège, bien sûr, mais qui est adapté aux chanteurs. Ah bon, Oui, d'accord. parce que pour pouvoir lire une partition assez rapidement, pour pouvoir, parce que nous, le chanteur, on s'intéresse surtout à la partie mélodique, évidemment, même s'il faut savoir ce qui se passe en dessous. Enfin bon, globalement, ça c'est, entre guillemets, c'est le boulot du pianiste. Et donc, ces deux formations, et j'ai rajouté, enfin ces trois formations, j'ai rajouté une quatrième, une spécialité, on va dire, D'accord. qu'il y avait seulement dans mon conservatoire. Je l'ai pas fait exprès. Il se trouvait qu'il y avait cette classe dans le conservatoire, l'opérette. Ah, l'opérette. Qui est si on a l'occasion d'en parler, ça sera. Alors c'est de l'opéra, mais c'est un genre, on va dire, comique, qui est dérivé de l'opéra et de l'opéra comique, et qui était enseigné par une excellente prof dans mon conservatoire du 11e. Et donc j'ai été diplômé dans ces quatre formations. Et tu as eu la chance aussi de rencontrer quand même des professeurs d'exception. J'ai eu cette chance-là parce que je suis arrivé à une période, c'était le milieu des années 90, où il y avait encore on va dire, des grandes pointures, mais vers lesquelles je suis allé, pas par hasard. Parce que d'abord, je les ai écoutés sur disque. Tu les connaissais? Je les connaissais déjà d'oreille, et le hasard a fait que j'ai pu les rencontrer.
j'ai parfois un peu forcé le destin, hein, Oui. notamment pour Camille Morane, qui est certainement le plus grand interprète de mélodie de tous les temps, en tout cas le chanteur français qui s'est le mieux illustré dans ce domaine. Et j'ai eu le privilège de pouvoir faire partie de ses élèves. C'est un vieux monsieur, il avait 85 ans à l'époque, quand je suis allé le voir. Et il donnait encore des cours, il avait été pendant 20 ans professeur au Conservatoire supérieur de musique. Et là, il était à la retraite, mais il continue à donner des cours. Donc j'ai rencontré lui, j'ai rencontré dans le domaine de l'opéra Gabriel Bacchi, qui était quelqu'un avec qui j'ai fait au départ un masterclass. Et j'ai été sélectionné parmi 10 chanteurs. J'étais le seul amateur là-dedans. Bon, il se trouve que j'ai été choisi. À l'époque, on envoyait une cassette et le maître choisissait les élèves qu'il voulait avoir. Donc j'ai eu cette chance-là. Donc Gabriel Bacchi, j'ai fait cette masterclass avec lui. Après, je suis allé en stage avec lui l'année d'après, pendant 1 mois, à Revel, dans le sud-ouest de la France. Et après, je suis devenu carrément son élève. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis un autre aussi qui s'appelle Jean-Christophe Benoît, qui lui était spécialisé aussi dans la mélodie, mais on va dire la mélodie plutôt 20e siècle, le répertoire un peu plus contemporain. Et notamment Ravel. C'était le spécialiste de l'œuvre de Ravel. D'ailleurs, il l'a enregistré. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, toujours par disque. Et lui aussi, pendant 1 an, j'ai pris des cours avec lui. Voilà, tout ça sont des rencontres qui m'ont aidé dans ma quête de ce répertoire et d'essayer de trouver des nouvelles façons de chanter. Voilà, parce que le monde de la mélodie est quand même très important finalement. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je le compare à un chant de tournesol. Oui, alors, donc du coup, toi, tu aurais pu finir professionnel, mais c'est plutôt resté semi-pro parce que c'était plus une passion que l'envie de faire une carrière. Ah oui, tout à fait. Parce mais après, ça demande quand même autre chose encore comme un investissement. Oui, non, mais là, de se lancer dans une carrière musicale. Absolument, ça c'est tout à fait. Disons que j'ai eu cette tentation, c'est vrai, à un moment donné, mais ça m'a pas poursuivi longtemps parce que je voulais vraiment chanter ce que j'avais envie de chanter. On ne peut pas faire une carrière sur la mélodie, par exemple, c'est impossible. Et il faut savoir chanter tous les styles, tous les registres, du baroque jusqu'à la musique contemporaine pour faire une carrière. Et puis bon, il y a aussi une question de tempérament. J'aime beaucoup la scène, j'aime beaucoup chanter en public, etc. Mais le métier, c'est encore autre chose. J'aime le faire quand je veux. D'accord. Pas à la commande. D'accord. Voilà, c'est c'est selon ton envie à toi. Voilà. Tu y vas. Voilà, parce que toute la vie n'est que folie, les plus tendres sont décevants. Le bonheur passe, l'amour se lasse, et le désir s'envole au gré du vent. c'est vraiment pas facile de se retrouver face à un public. Parfois, quand on est dans les coulisses, on se dit mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Et 1 ou 2 minutes avant de monter sur scène, tu te dis non, mais non, j'ai envie de repartir à la maison en fait. Voilà. Oui, c'est toujours le. Donc c'est quand même spécial. Il y a le trac, et puis voilà. Et en fait, une fois que tu es sur scène, après, c'est merveilleux. Ah oui, là, tu te lâches. Là, on le voit dans les vidéos. Voilà, tu te lâches. Mais au niveau du corps, tu bouges. Beaucoup de souffrance pour en arriver là. Ah oui, ça, on le voit quand même. Hein. On sent qu'il y a énormément de travail derrière. Il y a beaucoup de travail et ce que tu fais. Voilà. Alors, on peut peut-être parler d'un point plus particulier. Oui. Quand même, parce que on est dans le chant, hein, ouais. Chant lyrique. Dans le chant lyrique, il y a différents types de voix. Hein, c'est toi qui m'as appris ça. Oui. Donc toi, tu es un baryton. Voilà. Baryton Martin, tu m'as dit. Voilà, baryton Martin, par référence à un baryton français de la fin du 18e, début 19e, qui s'appelait Martin, qui avait une voix intermédiaire entre le baryton et le ténor. Alors, est-ce que tu peux, excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler rapidement qu'est-ce que c'est un ténor, un baryton, une basse? Oui. Parce que moi, franchement, au début, je pensais l'inverse. Je pensais que c'était lié à la puissance de la voix. Par exemple, le ténor, je pensais que c'était une voix puissante, mais en fait, c'est pas du tout ça. Pas vraiment. En fait, les voix sont catégorisées. Chez les hommes, il y a 3 types de voix essentielles. Après, dans chacune des catégories, il y a des sous-catégories, on va dire. Donc, chez les hommes, c'est simple. Le plus aigu, c'est le ténor. D'accord. La voix médiane, c'est le baryton. Donc, et la voix la plus grave, c'est la basse. La basse, d'accord. Voilà. Sachant que chez les hommes, la majorité des hommes
sans le savoir, sont barytons. Ah d'accord. Voilà. Plutôt une voix La médium. majorité des hommes sont D'accord. barytons. Donc les voix de ténor et les voix de basse Ils sont sont plutôt rares alors. pas plutôt rares, mais plus rares. Plus rares. D'accord. Voilà, faut le savoir. Par contre, en termes d'octaves, si tu m'as dit, hein, quelqu'un peut avoir 3, 2, 1, 0 octaves. Non, 0, ça serait compliqué. Non, en fait, un bon chanteur d'opéra doit avoir minimum deux octaves. 2 octaves, Voilà. d'accord. C'est le minimum qui est requis, on va dire. Alors, Après, ça il y a correspond les- à quoi exactement? Ça correspond à 2 octaves, c'est-à-dire ça fait du do au do et du do au do. Par exemple, ça pour les ténors, ça fait une étendue de notes d'une trentaine de notes. Enfin, je sais pas, je les ai pas comptées mentalement, mais ça fait 2 octaves. D'accord. Deux Ah oui, octaves. c'est comme ça qu'on. C'est bon. Après, certains chanteurs ou chanteuses. Alors, il faut savoir que il y a une différence entre les hommes et les femmes. Oui, bien Les sûr. femmes sont plus douées que nous dans le domaine du chant. Sont plus douées que les hommes parce qu'elles ont une longueur de voix plus importante. Ah bon, d'accord. Voilà. Elles ont souvent, en gros, on va dire, un demi-octave, voire un octave en plus que les hommes. Ouais, ce qui est important. C'est quand même important, ce qui a fait dire souvent que la Calas, on disait souvent qu'elle avait 3 octaves. Bon. Alors, parce que c'est une chanteuse dont la formation a été incroyable, puisque son professeur grec lui avait fait chanter quasiment tous les rôles. Pour les femmes, de mezzo-soprano à soprano colorato, ce qui est immense. À l'heure actuelle, d'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Oui, elle Aucune était soprano colorato, c'est ça? Alors, elle pouvait aller jusqu'à. Elle n'était pas soprano colorato. Hein. Elle était soprano, on va dire, soprano lyrique ou soprano dramatique. D'accord. Voilà. Mais bon, là, on s'égare un peu. C'était Oui. juste pour catégoriser les voix. types de voix. Donc là, les on a types bien de voix. vu. Pour les hommes. femmes, donc les hommes, c'est Par ça. contre, pour les femmes, Les t'as pas femmes, dit. c'est simple. Ce qui correspond au ténor pour les hommes, pour les femmes, donc, c'est soprano. Soprano, d'accord. Pour les barytons, la voix sera mezzo-soprano pour les femmes. D'accord. Et pour les basses, les voix de femmes seront appelées alto. 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 Sachant que pour les femmes, la majorité des femmes, elles, sont plutôt soprano. Soprano, d'accord. Voilà, les voix aiguës. Alors le alto, ça correspond pas loin au ténor. Quelque part, oui. Hein, Tout à ça fait. ça se... Il y a les bien, ténors aigus Ouais. ont à peu près, pas tout à fait la tessiture de l'alto, bien sûr, mais il y a certaines parties vocales qui peuvent se rejoindre. Oui, tout à fait. Pourquoi faut-il hélas sur la terre le bonheur et les fleurs soient toujours éphémères? Parce que pareil, dans les ténors, il y a plein de catégories, dans les barytons, il y a plein de catégories, et dans les basses aussi. Alors justement, cette tessiture, est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce qu'on l'a direct, enfin, je veux dire, c'est la nature qui nous la donne, ou est-ce qu'on peut la travailler et par exemple Alors, passer d'une catégorie à une autre? Est-ce que ça c'est possible Rarement, ou... rarement. En général, c'est la nature qui te dote de Le ta type de tessiture, voix. d'un type de voix particulier. Après, tu la travailles. Parfois, il peut y avoir quelques évolutions. Par exemple, Placido Domingo, qui est un célèbre ténor, toujours en activité d'ailleurs, mais bon, qui est âgé maintenant. Eh bien, lui, il est passé de baryton à ténor, et puis à la fin de sa carrière, il est revenu à baryton. D'accord. On va dire que c'est un cas un peu exceptionnel. Ouais. Parce que dans les ténors, il y a plusieurs ténors. Et donc, lui, Placido Domingo, c'était ce qu'on appelle un ténor héroïque. Donc, proche du baryton, quelque part. Hein. D'accord. Donc, du coup, il a pu faire cette bascule. Il a commencé comme baryton, et puis, il pouvait attraper les notes de ténor, et puis après, il a travaillé carrément des rôles. Il est devenu un très grand ténor, un des plus grands ténors du siècle. Évidemment, c'est plus intéressant d'être ténor parce que tu n'as pas plus de rôles, mais les rôles, c'est Oui. toujours les rôles de jeunes premiers. C'est plus Le rôle rare. du héros. Le rôle du héros. Et du coup, ta carrière est Oui, plus intéressante. plus intéressante, c'est... Ça ne veut pas dire que si tu es baryton, ta carrière est moins intéressante. Mais Oui, le baryton, c'est souvent le méchant. c'est toujours, dans les opéras, c'est toujours le quasiment méchant. toujours le méchant. Toujours. Donc c'est un rôle qui te va bien. Exactement. Alors, donc maintenant, on va parler un peu plus encore de technique. Ouais. Tu m'as dit,
que le chant lyrique, c'est pas comme le chant de la pop. Oui. On va chanter avec sa tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça ne veut pas dire que les chanteurs lyriques sont plus intelligents que les chanteurs pop. Hein. Je ne dis pas ça, au contraire. C'est pas ça du tout. Non, c'est qu'on va faire résonner les os de la tête. De la tête. C'est ça la base du chant. Parce qu'il y a des cavités dans la tête. Il y a des cavités. Et on peut envoyer le... Et les cordes vocales qui sont donc au niveau de la pomme d'Adam vont produire donc le son. Et le son va se répartir dans la boîte crânienne. Et l'art du chanteur, finalement, ça va être de diriger ce son de manière à ce qu'il soit le plus projeté possible. D'accord. Et plus un son est projeté, plus on peut faire des nuances. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est ça qui est intéressant. Parce que la puissance, c'est un leurre. C'est pas la puissance qu'on doit travailler. D'accord. C'est surtout la couleur, l'expression. Et bien sûr, après, la puissance vient avec. Alors évidemment, il y a des voix plus puissantes que d'autres. Ça aussi, Oui. c'est la nature qui nous le donne. C'est la nature, oui. Ça, c'est la nature qui nous le donne. Bien. Oui, alors là, Hein? tu as parlé de couleur. Donc là, justement, ça, c'est intéressant. Oui, Donc pourquoi on parle de couleur sur une voix? C'est quand même curieux d'associer quelque chose de visuel à quelque chose d'auditif. tout simplement parce que plus tu as une voix claire, on va dire, et plus les rôles qui te seront donnés seront, par exemple, des rôles de jeunes premiers ou de jeunes premières. Voilà. Après, la couleur de la voix, dans l'opéra, va donner plutôt des rôles, justement, de gens plus subtils, de plus méchants, de plus dans l'ombre, sombre, etc. Donc tout ça, la couleur de la voix Ah, c'est lié à l'atmosphère du... influe sur aussi le type de rôle qu'on va te demander. D'accord. Voilà. Et chacun, on a une couleur de voix particulière. Tu peux la modifier avec beaucoup de techniques. D'accord. Hein, tu peux éclaircir ta voix, tu peux jouer avec la couleur. Par exemple, la Calas savait parfaitement le faire. Mais en général, la typologie de la voix, quand tu l'as, c'est la tienne. C'est pour ça qu'on les reconnaît, les voix, tout de suite. Maintenant, avec l'écoute, on sait reconnaître des chanteurs qui ont une couleur particulière. C'est par la couleur qu'on les reconnaît. D'accord. Voilà, Alors toi, quelle couleur tu donnerais à ta voix? Moi, ça serait curieusement, j'ai une voix plutôt aiguë pour un baryton, mais j'ai une couleur assez sombre. D'accord. Voilà. Ok. C'est rigolo. C'est amusant. C'est amusant, mais Effectivement. c'est comme ça. C'est surprenant. C'est surprenant. J'ai pas une D'accord. voix claire, j'ai une voix plutôt sombre. Bon, alors c'est quand la prochaine fois que tu fais résonner ta voix au Kibélé? Alors là, Parce que là, les extraits qu'on Oui. voit maintenant, ce sont des extraits de ton concert dans une petite salle parisienne qui s'appelle le Kibélé. voilà. Rue de l'Échiquier, là Rue de où tu te produis finalement au moins 2-3 fois par an. Oui, à peu près. Ouais. 2, 3, 4, parfois 4 fois par an. Donc C'est- tu vas donner voilà. un concert bientôt? Normalement, C'est le pour prochain, ceux qui veulent assister à un concert sera prévu dans le courant du mois d'octobre. Courant du mois d'octobre, Mais d'accord. je vous le ferai savoir, cher Emmanuel. Oui, on diffusera les dates, la date. Voilà. Bon, là, tu chantes dans une salle, on le voit dans les extraits. C'est une petite un cave. petit C'est une cave. Voilà, c'est une petite une cave, cave, mais quand même le lieu plus emblématique pour chanter, ça reste quand même les églises. Alors, Qu'est-ce que tu c'est dirais? peut-être pas le plus emblématique, parce que là, c'est un répertoire. Les églises, tu chantes le répertoire sacré. Oui, normalement. Tout chanteur a dans sa formation, à un moment donné, le passage obligé dans la musique sacrée. Voilà. Donc, que ce soit les requiem, les messes, etc. Il y a un grand répertoire, voilà, que ce soit toute musique, enfin, tout compositeur confondu et tout pays confondu. Donc là, il y a énormément de. Et souvent, le chanteur aborde ce répertoire. Et c'est vrai que c'est un répertoire qui se chante dans les églises. Par contre, pour le reste, pour l'opéra évidemment ne se chante pas dans les églises. Ah non, là, Voilà. mais Là, il y a des salles dédiées, c'est des salles de théâtre, hein, c'est des salles d'opéra. Hein, à Paris, il y a bien sûr le plus connu, c'est l'Opéra Garnier, évidemment. évidemment. Mais après, il y a eu l'Opéra Bastille, Et bien dans sûr. la fin des années 80. Et puis, il y a aussi l'Opéra Comique, hein, qui se trouve
sur les grands boulevards, et que particulièrement moi j'affectionne vraiment parce que en fait au niveau acoustique je trouve que c'est le meilleur, et en plus il est beaucoup plus petit, et on peut vraiment voir les chanteurs vraiment de plus près, c'est plus intéressant, et le répertoire aussi est très intéressant parce que le répertoire c'est un répertoire plus léger. On n'y présente pas les grands opéras, on présente justement les opéras comiques, les opérettes, voilà, des genres qui sont, je trouve, plus faciles à aborder, plus grand public. Voilà. Donc toi, tu es dans des rôles, souvent tu chantes seul, Ouais. d'accord? Donc c'est des rôles sur mesure, quoi. Mais Oui. tu donnes aussi de temps en temps la réplique à tes collègues. Tout à Tu fais fait. des duos. C'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que moi, dans ma formation, donc, qui a duré une dizaine d'années à peu près au conservatoire donc, du 11e et au conservatoire régional, au CNR de Paris, j'avais bien sûr comme exercice obligé Le duo. Non, pas le duo, carrément la formation en troupe. Donc Oui, en on troupe. montait carrément des spectacles. D'accord. Donc c'est ça qui est le plus intéressant. Ça, parce c'est que- amusant. Ah bah c'est quand même le. Oui, c'est chacun a son rôle. Je veux dire, c'est quand même ce pourquoi le chanteur est fait à la base. Le chanteur, c'est quoi? C'est pas qu'un chanteur, c'est un comédien. Oui. C'est un comédien, donc il a besoin des autres, évidemment, hein, automatiquement. Sans les autres, il est rien. Voilà. Après, ça, c'est un genre bien particulier, c'est-à-dire que donc là, c'est comme une pièce de théâtre, chanter, voilà. Tout à fait. Après, bien sûr, il y a, quand tu es seul, tu as le récital. On parlait de mélodie, en général, c'est là-dedans que je chante les mélodies. Là, c'est vraiment pour un public particulier, dans une situation particulière, dans une petite salle. Et là, tu t'adresses au public, tu lui récites des poèmes en les chantant. Voilà. D'accord. En collaboration étroite avec un pianiste. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui, tu as ton ami pianiste qui t'accompagne, J'ai plusieurs comme on amis le voit pianistes. sur les vidéos. J'en ai 3 essentiellement, et avec lesquels, disons qu'il y en a un qui m'accompagne bien dans l'opérette et l'opéra, il y en a une deuxième qui, elle, est plutôt spécialisée dans la mélodie. Parce D'accord. que c'est vraiment son répertoire de prédilection. Donc Christophe, tu chantes des œuvres qui ont été produites par des grands compositeurs ou des gens que tu apprécies. Mais est-ce que toi, tu as déjà essayé de faire une petite composition personnelle? Est-ce que tu as voulu chanter ta propre petite Je te chansonnette? vois venir. Hein Je te vois venir. Non, parce que Non j'ai pas la formation pour Tu ça. t'es pas inventé un rôle de super méchant? Je pourrais, oui, c'est vrai. Non, parce que là, ça demande des connaissances musicales que malheureusement je n'ai pas. Moi, je me suis contenté d'être Un interprète un interprète. avec Et talent. c'est déjà beaucoup. Et ça prend déjà beaucoup de temps. Après, j'admire les gens qui sont capables, effectivement, ça c'est vraiment D'inventer quelque chose. d'inventer, de créer des œuvres, etc. Ça c'est encore un autre travail. Mais ça peut arriver que les deux, c'est-à-dire il y a des chanteurs, par exemple, je parle de Alain Vanzo, par exemple, qui a été un de nos plus grands ténors. Il a composé des opéras qui sont tout à fait honorables. Donc ça existe, hein, des gens qui ont plusieurs casquettes. Et ça, je les admire. Là, c'est un autre niveau. Là. Une dernière question par rapport à justement. C'est la mélodie de Paris, ça. La mélodie française, c'est quand même très vaste. Donc, tu as Oui. pu quand même bien t'amuser. Et tu continues d'ailleurs de bien Je t'amuser continue de m'amuser. avec tout ce répertoire. J'ai pas fini de le. T'as pas fini de l'épuiser encore. Ah non, de toute façon, même une vie n'y suffirait pas. Parce que je te dis, 600 compositeurs ont composé de la mélodie française. Si tu fais une moyenne de, mettons, allez, on va dire, à la louche, une quarantaine de mélodies par compositeur, ça fait combien de 6 x 4 On 40 a mélodies, on est à 24 000. 24 000. 24 000. Rien que ça déjà, Non, oui, bien tu peux sûr, pas. bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr. Bon, cher Christophe, Oui. merci beaucoup Je de t'en nous prie. avoir éclairé sur la mélodie française. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les extraits des spectacles de Christophe. N'hésitez pas à aller le voir, on vous fera connaître les dates. Ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment de la musique live très vivante. C'est des spectacles très sympathiques à regarder et à écouter. Mais c'est gentil, merci. Eh bien, C'est gentil, écoute, je te dis à bientôt. Moi, en tout cas, pour tes prochains spectacles, je vais venir te voir. Donc, sans doute, on va filmer. Donc, il y aura sans doute des vidéos où vous pourrez regarder de la mélodie française avec Christophe Granier, Voilà. mon ami et collègue. Tout à fait. Alors, dans les prochains spectacles, il n'y aura pas que de la mélodie française, hein, parce que les spectacles que je fais donc avec Jacqueline, le prochain, il y a un peu de mélodie, mais c'est surtout de l'opérette, De l'opérette, d'accord. en duo justement.
En duo, ben, parfait alors. avec Ben, une soprano avec une qui soprano. s'appelle Jacqueline. Oui, ta fidèle, Ma fidèle Jacqueline. ta fidèle Jacqueline. Tout à fait. La fidélité, c'est rare maintenant. Ah oui, là c'est très rare. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des concerts ensemble, donc Ah oui, non, quand même, c'est pas mal. c'est une belle complicité. C'est une belle complicité. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, moi j'étais ravi de cette petite interview avec toi, Christophe, Moi aussi. dans les jardins parisiens. On Oui. aurait bien voulu faire ça au jardin du Luxembourg, mais visiblement il fallait une autorisation spéciale. Exactement. Donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ça sera une prochaine fois. Il faut pas gêner les sénateurs. Il ne faut Voilà. pas les gêner dans leur repos. Ouais, J'allais donc, dire leur repos éternel, mais bon. voilà. Tu pourras leur dédier une chanson. Ah ben avec plaisir. On va pas les louper. Le refus de filmer au jardin du Luxembourg. Non, moi je me souviendrai de celle-là. Eh bien, Ouais. écoutez, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup les amis et à bientôt dans Galerie d'artistes. Salut. Salut, salut.